Retenue de force par des gardes, une femme se débat pour sauver ses ouvrages du feu. Mais ni ses cris, ni ses larmes ne réussissent à toucher celui qui, en retrait, semble se satisfaire de cette scène pénible. Napoléon. En brûlant ses livres, Napoléon, qui est alors empereur en ce début du 19e siècle, veut non seulement censurer, mais aussi humilier et réduire cette femme au silence. Mais qui est-elle ? Pourquoi Napoléon est-il aussi sensible à ce qu'elle écrit ? Comment l'ancien général Bonaparte, le vainqueur de la campagne d'Italie, peut-il craindre une simple femme ? Quelle est son influence et sa capacité à mobiliser l'opinion publique ? C'est qu'il s'agit de Germaine de Staël. Au début des années 1800, Germaine de Staël est une figure majeure de la scène intellectuelle parisienne aux idées libérales et démocratiques qui prônent la liberté de pensée et la critique ouverte. Et ce que Napoléon déteste le plus chez elle, c'est précisément que ce soit une femme qui ose le défier, lui, celui auquel personne ne résiste, ou du moins le croit-il. Voici donc la destinée incroyable de celle qui incarne la femme nouvelle dans une société en pleine mutation, celle qui s'impose en fervente défenseur de la justice sociale et prône un droit absolu au bonheur pour tous, indépendamment du genre. Partir à la découverte de la fille unique du puissant ministre des Finances de Louis XVI, le populaire Jacques Necker, c'est vivre de l'intérieur les heures sombres et tumultueuses de la Révolution. C'est devenir le spectateur privilégié de la naissance de l'Empire voulu par Napoléon. Comment ne pas être touché par cette femme courageuse qui brave tous les interdits et s'affranchit des convenances pour vivre pleinement ses désirs, quitte à en payer le prix fort. Madame de Staël refuse de se taire et subit la répression, la censure et surtout l'exil. C'est en Suisse, sur les bords du lac Léman, qu'elle se réfugie derrière les murs protecteurs du château familial de Coppet que nous allons visiter ensemble, où le temps semble s'être arrêté. Côté cœur, c'est aussi l'effervescence. Un mariage raté, des relations intenses et passionnées avec de grands noms de son temps, écrivains ou intellectuels comme elle. Retrouvons maintenant la femme la plus intelligente d'Europe, qui tour à tour va tenir tête à la Révolution puis à Napoléon en jonglant avec les idées, mais aussi avec les hommes. Bienvenue en Suisse, sur les rives du lac Léman. Nous sommes ici au château de Coppet, une résidence chère à Germaine de Staël, où elle passe à la fois des moments divins, mais aussi des périodes de grande solitude et de désespoir. Son ami Chateaubriand, le légendaire écrivain, très envieux d'une telle demeure, lui écrit « Si j'avais un tel château au bord du lac, je n'en sortirais jamais ». Cet édifice, bâti sur des fondations datant du XIIIe siècle, est la propriété de son père, Jacques Necker, dont les initiales et celles de sa femme, Suzanne Curchod, ornent la grille en fer forgé. Originaire de Genève, il rêve de s'installer au cœur du pays vaudois lorsqu'en 1784, il tombe sous le charme de cet ancien château fort transformé en une sublime demeure aux allures tranquilles. Il en fait son lieu de villégiature privilégié et chaque été, toute la famille Necker vient profiter de ce vaste panorama dont la lumière renouvelle à chaque instant la beauté des lieux. Avec ses 3 corps de logis, ses 2 tours et sa cour d'honneur, où l'on imagine bien Madame de Staël descendre de son carrosse, le château de Coppet respire la douceur de vivre d'une maison de famille. Et sa longue avenue d'ormes et de platanes centenaires, sa cascade d'eau, d'où l'on devine encore les rires de ses enfants, dessine un décor bucolique. Mais commençons notre histoire à Paris. Nous sommes en 1778. La future Madame de Staël, qui n'est encore qu'une petite fille de 12 ans, écoute en cachette
les plus grands intellectuels français conversaient dans le salon littéraire de sa mère, Suzanne Necker. Une scène qui en dit long sur l'appétit intellectuel de la jeune fille et qui va marquer à tout jamais son désir d'émancipation. Le salon de Madame Necker est dans la hiérarchie un des premiers salons de Paris. Tout le monde en parle. Elle y reçoit ce qu'on appelle à l'époque les philosophes, les grandes figures des Lumières. Ce sont Diderot, Marmontel, Buffon. Comme cette petite fille est très curieuse, eh ben, elle va se glisser, dans un premier temps peut-être un peu discrètement. Elle se cache. Elle peut d'abord se dissimuler par timidité derrière un rideau, derrière une porte, derrière un paravent. Elle est là, elle écoute, elle observe. Et puis, progressivement, parce que c'est le caractère de Louise à l'époque, future Germaine de Staël, elle échange avec ces grands hommes, ces sommités intellectuelles. Et non seulement elle parle, mais ce qu'elle dit est tout à fait pertinent. Alors, il faut dire que c'est une surdouée, hein. On appelle ça aujourd'hui une petite fille à haut potentiel. On peut imaginer leur amusement, l'amusement de Diderot, de d'Alembert, de Buffon, de voir cette petite fille qui sait tant de choses et qui a envie aussi de les dire. Elle a de l'audace. Et pour une petite fille, avoir de l'audace, c'est inattendu. L'intelligence précoce et la vivacité de la jeune Louise font le bonheur et la fierté de sa mère. Il faut dire que Suzanne Necker a des ambitions démesurées pour sa fille et fait tout pour la préserver du malheur qu'elle-même a rencontré au tout début de son adolescence. C'est une femme qui est cultivée, qui aime le savoir, qui aime la littérature, qui écrit elle-même. Elle est fille de pasteur. Elle a reçu une éducation extrêmement rigide. Vraiment, on est chez les protestants de la Suisse. Autant dire qu'une cerise à l'eau de vie, c'est un péché mortel. Suzanne est fille unique et elle est vraiment issue d'un milieu économique très, très fragile. Suzanne, du coup, a toute son enfance souffert de problèmes d'argent. Orpheline très jeune, la mère de la future Madame de Staël doit subvenir à ses propres besoins. Une période qui l'a profondément meurtrie et qui la pousse à quitter la Suisse pour venir s'installer à Paris. C'est là qu'à 27 ans, elle fait une rencontre déterminante avec un jeune banquier suisse, Jacques Necker. Sa vie bascule alors dans le conte de fées. Quand il la rencontre pour la première fois, elle est dame de compagnie d'une jeune veuve qu'il courtise et qui n'entendra pas sa demande. Et du coup, il finit par voir cette jeune femme à côté, qui est éduquée, qui est belle, et il va faire sa demande, ils vont se marier. Jacques Necker, au départ, c'est le fils d'une famille genevoise bourgeoise d'origine prussienne. Il ne fait que travailler jour et nuit dans sa maison de banque, avec une assiduité, un zèle qui font l'admiration de son patron. Il apprend le hollandais en 3 mois pour mieux commercer avec Rotterdam. Il est le principal interlocuteur des maisons de banque londoniennes. Et donc, ce Genevois, déterminé à réussir, va faire fortune en quelques années. La réussite spectaculaire de ce prodigieux financier fait rêver tout Paris où il est installé depuis quelques années. Désormais riche, très riche, celui que l'on surnomme le banquier aux doigts d'or peut tout s'offrir. En 1764, le jeune couple emménage dans l'un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale, l'hôtel d'Allwil, où Madame de Staël va passer ses premières années. Nous sommes ici dans la cour principale de l'hôtel particulier où la famille Necker a vécu une dizaine d'années. C'est ici que Madame de Staël, en 1766, est née. Dans cette cour, on va admirer le rez-de-chaussée avec ce nombre de chasse-roues qui permettait de protéger les façades des attelages, des calèches. Pourquoi? C'est une maison où on recevait énormément. Et il y a eu jusqu'à 18 chevaux ici. Vous vous apercevez encore les portes des écuries qui sont toujours présentes. Derrière cette façade qui accueillait les cuisines, il y avait beaucoup de personnel. Vous aviez à la fois les gens qui s'occupaient de la boulangerie, qui s'occupaient des viandes, qui perçaient les fûts, peut-être 15, peut-être 20 personnes. Parce qu'ici, ça n'arrêtait pas. Vous êtes dans une cour d'inspiration italienne. Vous apercevez en hauteur ici des tympans sculptés en triangle et à courbe.
Au centre, vous voyez des couronnes de laurier et puis des feuillages. Les chambres sont au premier étage pour les parents et vraisemblablement pour Madame de Staël au second. Au premier étage, on imagine la vie. Salon de musique, salon de réception, boudoir. Ici, nous sommes dans le jardin, mais pas n'importe quel jardin. C'est un lieu unique, avec 2 fois 10 colonnes d'inspiration grecque, et derrière lequel on aperçoit des tableaux avec des poutis, c'est-à-dire des enfants. C'est caractéristique des décors de la Renaissance. Vous avez à côté de ça des feuillages, vous avez également des poissons. C'est très très riche. C'est un lieu vraiment ici totalement méconnu. Nous voici dans l'escalier d'honneur qui n'a pas bougé depuis sa construction. Il est à la fois très sobre et puis vous avez en même temps une frise des postes. En fait, ce sont les vagues à la grecque qui montent, qui montent, qui montent. Nous sommes ici sur la terrasse que j'affectionne particulièrement. Nous plongeons à la fois sur la cour d'honneur, c'est quand même quelque chose d'épatant. De l'autre côté, nous sommes sur les toits de Paris. Il est sûr que si Madame de Staël avait connu cette terrasse, elle aurait été très heureuse de pouvoir en profiter. Fille unique, la jeune Louise grandit dans un luxe démesuré, entourée de domestiques, mais sans aucune amie de son âge pour partager des jeux d'enfants. Sa mère Suzanne la pousse à acquérir une culture générale hors norme. La jeune Louise, qui a soif de connaissances, est ravie. Elle veut tout savoir. Donc que fait Madame Necker? Eh bien, elle alimente ce puissant fond d'exigence de sa fille, qui va être évidemment associé au meilleur professeur, mais au professeur de tout. Professeur de philosophie, d'histoire, de géographie. Elle commence à parler l'anglais qu'elle maîtrise très vite. Elle va commencer à parler l'italien qu'elle maîtrise très vite. Elle apprend à danser, elle apprend le clavecin, elle apprend à chanter, elle apprend à faire du théâtre, elle fait de la poésie, elle écrit très vite. Elle fait des petites pièces de théâtre qu'elle joue devant ses parents qui sont admiratifs. La jeune fille est elle aussi admirative du respect et de l'amour que se portent ses parents depuis tant d'années. Pour notre future Germaine, ce couple qui s'idolâtre, qui s'aime profondément, sera toujours un véritable modèle d'affection et d'amour, modèle idéal. Staël dit qu'elle a presque trouvé que c'était écrasant d'être la fille unique d'un couple qui s'est aimé toute sa vie. Ils vont constituer une sorte de couple mythique que Germaine de Staël essaiera d'imiter. Sur la scène parisienne, le couple Necker est un couple star, on pourrait dire. Il faut être de leur cercle, c'est un couple qui a le vent en poupe. C'est un couple aussi très ambitieux, un couple qui veut occuper l'espace. On ne se moque pas des Necker, on les jalouse ou on les admire. Être reçu chez les Necker, c'est l'assurance de rencontrer et de se faire un carnet d'adresses éblouissant. Suzanne Necker, qui veut participer à l'ascension politique de son mari, ouvre à la fin des années 1760 son propre salon littéraire. Ce cabinet, comme on l'appelle également, va aussi lui servir à entretenir un réseau, à diffuser des idées et à assurer un travail de lobbyiste en toute discrétion. Il existe encore aujourd'hui un cabinet de ce type au château de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines. Bienvenue dans la salle de réception de l'appartement du roi du château de Maisons-Laffitte. C'est la première des salles d'un appartement qu'on appelle aussi un appartement à l'italienne, car il est couvert de voûtes et qui servait à accueillir tout simplement tout le monde pour des réceptions, des bals. Et nous voilà donc dans le cabinet au miroir qui concluait la fin de l'enfilade de l'appartement et qui donc constitue la pièce la plus intime et secrète. Le cabinet au miroir sert à accueillir de manière particulière les invités. On fait de la réception, mais sur le mode plus intime que la grande salle de réception. Comme c'est le cabinet de l'appartement d'apparat, il faut donc qu'il fasse un étalage de richesse. Le thème principal en termes d'effet architectural, ce sont les miroirs. On les fait venir de Venise, car ils sont rares, et on les dispose entre chacune des travées formées par les pilastres, couronnés de chapiteaux ioniques.
on est dans un espace très petit, moins de 20 mètres carrés. Et donc il s'agit de l'agrandir à l'infini. Et pour ce faire, le jeu de miroir va aider, et on va en placer un nombre très conséquent pour l'époque, plus de 130 miroirs, de manière à jouer de ce jeu d'illusion d'un reflet derrière un reflet derrière un reflet, qui finalement fait que la perception de l'espace peut être infinie. Au-dessus de l'ensemble de ces chapiteaux ioniques, vous avez un entablement circulaire sur lequel vient reposer une coupole. Ce bleu très chatoyant est issu de l'utilisation du lapis-lazuli. Le lapis-lazuli étant un élément de décor excessivement cher et ici employé dans une échelle très rarement vue à l'époque. Le plancher, c'est un plancher marqueté, c'est-à-dire qu'il va proposer un dessin avec des essences très précieuses, plus de 13 essences choisies, rehaussées par des traits soit d'ivoire, soit d'étain. Il s'agit d'une pièce qui est une illusion. On a créé l'illusion d'être dans un temple. Le travail effectué au sein du salon de Suzanne Necker porte ses fruits et participe à l'ascension politique de son mari. Le 22 octobre 1776, Jacques Necker est appelé par le roi Louis XVI pour prendre la direction du Trésor royal. Il travaille désormais dans une aile du château de Versailles, au cœur même du pouvoir. Le regard que Louise porte sur son père évolue. À la tendresse et à l'amour qu'elle éprouve pour lui s'ajoute désormais l'admiration. Elle découvre dans cet homme non seulement un homme brillant, non seulement un intellectuel et un homme d'une rare intelligence, mais un père tendre, doux, attentionné. Madame de Staël va vouer à son père une véritable adoration. C'est le Dieu sur terre. Aucun homme ne trouvera grâce à ses yeux comparé à son père. Et quelles que soient les passions effarantes qu'elle aura quand même pour un certain nombre d'hommes, puisqu'on lui attribue à peu près une quinzaine d'amants, et sur le lot, il y en a 4 ou 5 qu'elle a adorés. Pour la future Madame de Staël, l'une des plus grandes affaires de sa vie, l'amour, va bientôt commencer à l'emporter vers des rivages qu'elle ne soupçonne pas encore. Nous voici de nouveau au château de Coppet, situé à quelques centaines de mètres des eaux bleues du lac Léman. Ici, chaque pièce de cette demeure respire encore 2 siècles après son passage au rythme des battements de cœur de Madame de Staël. Dans ce vaste vestibule, juste à côté de moi, ici, trône la statue de Jacques Necker, le père de Germaine, tel le gardien de ce château qu'il a tant aimé. Éperdument admirative de son illustre père, c'est elle qui commande cette œuvre au sculpteur allemand Tieck en 1817. Tout en marbre de Carrare, cette statue est habillée d'une toge antique et a une main levée, comme si elle interpellait les foules. Cette représentation de Jacques Necker est une allégorie imaginée par sa fille, car l'ancien ministre de Louis XVI était plutôt un piètre orateur, mais l'amour rend parfois aveugle. À partir des années 1790, il habite en permanence cette demeure où il décède en 1804. Ici, vous voyez 2 sièges roulants utilisés par Jacques Necker à la fin de sa vie lorsqu'il a plus de mal à se déplacer. Celui-ci pour aller dans le parc et le second pour circuler dans le château. Entrons maintenant dans les appartements avec cette salle à manger d'été située à l'ombre d'un cèdre centenaire. Regardez, cette pièce est entièrement meublée dans le pur style Louis XVI. Germaine et ses parents, qui sont habitués à vivre dans des hôtels particuliers richement décorés, ne sont pas dépaysés ici au château de Coppet. On le remarque notamment avec ce plafond décoré de stuc où on retrouve les symboles des 4 saisons. Et regardez, comme dans toutes les familles aristocratiques de l'époque, eh bien, on a un service aux armes de la famille. Juste à côté, dans l'une des petites tours du château, j'aimerais vous montrer une pièce très originale et qui sert de lave-main, ce qui est normal avant de passer à table.
regardez cet étonnant lavabo en marbre noir et en forme de coquillage sculpté de corbeilles et de figures humaines. Et pour ceux qui veulent patienter tout en jouant de la musique, il y a même un clavecin utilisé autrefois par l'une des petites filles de Madame de Staël, Louise de Breuil, comtesse d'Aussonville, dont vous voyez le portrait. Ce portrait est tout à fait célèbre puisque c'est une copie d'atelier, mais le célèbre original est à la Frick Collection de New York et on le doit à Ingres. Mais regardez, il y a une autre petite pièce très singulière pour un château du XVIIIe siècle et que j'aimerais vous montrer. Cette petite pièce fait la fierté de Jacques Necker. C'est la salle de bain où Germaine aime passer de longs moments. On y trouve une large baignoire en cuivre où elle peut prendre des bains, et même ici d'ailleurs un bain de siège. Elle a tout loisir de lire et d'écrire. Mais vous savez, la véritable modernité de cette salle de bain, eh bien, c'est qu'autrefois, il y avait ici des tuyaux avec une arrivée d'eau chaude qui provient de la cuisine, qui est la pièce mitoyenne où je vous conduis maintenant. Le XVIIIe siècle est celui de l'innovation dans la gastronomie. Et Germaine pratique l'art de recevoir comme nul autre. Alors, 6 mois par an, lorsqu'elle héberge jusqu'à 20 invités par jour, il y a une pièce du château qui fonctionne à plein régime, et c'est celle-ci. Ce sont ses cuisines. Dès 11h du matin, on sert le déjeuner, puis à 17h, c'est le dîner, et à 23h, le souper. Les festins sont incessants. Ici, dans cette immense cheminée, on cuit à la broche des dizaines de volailles, de gibier. Et là, sur cette table, eh bien, on prépare des fumets très délicats à base d'écrevisses, de truffes ou encore de champignons. Pour Germaine de Staël, la vie à Coppet, parfois oisive, mais surtout très littéraire, s'écrit aussi dans les cuisines. Et ici, regardez, il y a cette petite malle qui a accompagné Germaine de Staël dans tous ses voyages. Nous sommes le 14 janvier 1786. Germaine Necker vient d'épouser dans la petite chapelle de l'ambassade de Suède Éric Magnus de Staël. Elle a 20 ans, des étoiles plein la tête et la vie devant elle. Mais la nuit de noces est très vite placée sous le signe du malaise et de la désillusion. Elle s'attend au prince charmant, d'une beauté, d'une tendresse, d'une vigueur, à la peau douce. Elle s'était fait une montagne, du plaisir, du désir. Elle imaginait des formes de tendresse, de complicité. Non, elle a une nuit extrêmement banale. Elle ressent plus de douleur que de plaisir. Elle écrit à ses parents le lendemain de la nuit de noces. L'amour viendra ensuite avec des intervalles et peut-être jamais. Madame de Staël attend de l'amour un déluge et c'est un naufrage. Pourtant, ses parents ont tout fait pour qu'elle épouse le meilleur parti qui soit. Dès l'âge de 10 ans, la jeune Louise est courtisée par de très nombreux prétendants qui défilent chez ses parents. Ils viennent de toute l'Europe et affichent des lignées prestigieuses. À qui peut-on marier Germaine ? L'on souhaite quand même que le prétendant ait un titre. Ça ferait quand même mieux sur la carte de visite. Il faut que le mari soit protestant. Donc, a priori, il n'y en a pas beaucoup dans le marché français, puisque la France est la fille aînée de l'Église catholique. Et plus encore, qu'ils vivent à Paris et qu'ils n'emmènent pas leur fille ailleurs qu'à Paris. C'est certainement une des jeunes filles les plus fortunées. Elle a quand même une dot de 650 000 livres, ce qui est une somme effarante à l'époque, une dot de princesse royale. L'un des premiers à avoir sollicité la famille Necker, c'est Éric Magnus de Staël. On va dire il est un peu enveloppé, c'est pas forcément un Apollon du Belvédère. C'est un Suédois, un diplomate, issu d'une aristocratie déchue, c'est important, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Lui est très joueur, a des dettes, un peu coureur de filles aussi, à l'occasion. Donc il est évident que la dot de Madame de Staël va servir à éponger un certain nombre de ses dettes. Malgré ses origines nobles, son élégance raffinée et sa promesse d'un mariage heureux,
la candidature d'Éric de Staël ne séduit pas les parents de Louise. Sa demande est refusée, car il n'est qu'un simple secrétaire d'ambassade. Mais déjà, un autre Suédois, Axel de Fersen, est sur les rangs. Le problème est qu'il est un des favoris de la reine Marie-Antoinette. Axel de Fersen est sinon l'amant de la reine. En tout cas, il est déjà bien placé dans son cœur. Et elle n'a aucune envie qu'il épouse la jeune Louise Necker. Et Marie-Antoinette se dit, il vaudrait mieux que Louise Necker épouse Éric de Staël et que moi, je garde Axel de Fersen pour moi. Donc elle écrit au roi de Suède, Gustave III, et elle lui dit « Éric de Staël est un personnage très bien, vous devriez le nommer ambassadeur ». La reine Marie-Antoinette a fait en sorte que le mariage de Louise Necker et d'Éric de Staël ait lieu. Après 11 années d'âpres négociations, l'ambitieux Éric de Staël crie enfin victoire. Son nouveau titre d'ambassadeur de Suède en France lui ouvre les portes de la famille Necker. La jeune femme, éblouie par l'idée d'être baronne et ambassadrice, change de prénom en même temps que de nom et devient Germaine de Staël. Mais très vite, malgré les fêtes somptueuses et les dîners galants dans l'hôtel particulier de la rue du Bac, ses rêves de couple idéal s'évaporent. Ça n'est peut-être pas la grande passion qu'elle attendait. Ça, c'est certain. Germaine attend de l'amour la passion, avec un P majuscule qui monte jusqu'au nuage. C'est-à-dire qu'elle veut rêver, elle veut être fascinée. Germaine le voit bien, son couple est un échec. Mais il n'est pas question pour elle de faire le deuil du sentiment amoureux. L'épouse malheureuse devient une séductrice confirmée. C'est une brune avec de très beaux yeux qui ensorcellent tout le monde. Elle porte beaucoup de turbans, elle cache un peu son corps. Staël, elle n'est pas très à l'aise avec son image. Depuis qu'elle est jeune, on lui dit que c'est pas son point fort. Mais quand elle parle, tout le monde le dit. Elle est magique. Elle a une faculté d'aisance, de parole. Son intelligence habite son corps, au sens où ses yeux brillent. Elle devient extrêmement séduisante. Et la plupart des hommes tombent sous son charme de façon presque immédiate. L'un des tout premiers amants à succomber au charme de Madame de Staël est le brillant Charles-Maurice de Talleyrand, évêque et futur ministre. Une brève liaison qui a presque un goût d'interdit. Il est l'intelligence, il est la culture, il est le charme, il est le diable boiteux, comme on l'appelle à l'époque. Et la séduction entre Germaine et Charles-Maurice se fait d'instinct. Talleyrand écrira dans ses mémoires qu'elle l'a pratiquement violé. Il est quand même capable d'écrire qui n'a pas été aimé par Germaine de Staël, ne sait pas ce qu'est être aimé par une bête. C'est une femme qui a les sens perpétuellement en émoi. Germaine de Staël est une sensuelle. Elle a toujours été une femme pour qui le plaisir se conjuguait avec l'intellect. Elle aime faire l'amour avec un homme qui a des choses à dire, certainement avant, pendant et après. L'amour pour elle, c'est tout. Elle ne vit que pour ça. Elle l'écrit. Mais alors l'amour a la dimension de Madame de Staël. Elle est carrément dévorante. C'est une femme ogresse. Et d'ailleurs, elle est la première à le reconnaître. Alors elle donne beaucoup, mais elle attend encore plus. Donc il est évident qu'elle aura beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui réponde à de telles attentes. Femme de passion et de chair, Madame de Staël se lance dans une recherche désespérée de l'homme idéal. Emportée par ce tourbillon sentimental, elle court les bals et les dîners mondains de la capitale. Un soir, chez Talleyrand, elle rencontre le premier homme qui marque sa vie amoureuse, Louis de Narbonne. Nous sommes dans les jardins des Tuileries à Paris. Voilà plusieurs semaines déjà que Germaine de Staël et Louis de Narbonne ne se quittent plus. Les deux amants affichent leurs sentiments aux yeux de tous. Pour la première fois peut-être, Germaine est à l'aise avec son corps. Elle veut plaire à celui dont le regard la transporte. C'est un homme prestigieux. On prétend qu'il est le fils de Louis XV, un fils illégitime. Il est très beau,
Tout le monde le dit. Et pour Staël, c'est très important. Parmi les critères à ses yeux, il y a bien sûr les échanges intellectuels, mais il y a aussi la beauté. C'est le modèle du libertin du XVIIIe siècle, de l'aristocrate, qui a ce qu'on appelle un esprit de finesse, qui a l'art du bon mot, qui a de la prestance. Là, c'est une amour-passion, c'est charnel, c'est physique, et elle est véritablement la maîtresse qui se donne et qui donne tout. La relation avec Narbonne est totalement passionnelle, mais du coup totalement délirante en termes d'intensité. Peut-être parce que c'est la première fois qu'elle le vit. L'aime-t-il autant qu'elle l'aime? Ça, c'est un autre problème. Germaine de Staël perd sa raison dans la passion qui la consume. Elle n'est jamais comblée, et elle attend de Louis de Narbonne un amour à la hauteur de celui qu'elle lui porte. Après le temps de l'ivresse amoureuse, vient celui de la guerre des roses. Il n'est jamais suffisamment là, il ne lui dit jamais assez sa passion. C'est une femme qui est toujours en demande de ce qu'elle n'a pas. Et plus elle en a, et plus elle en veut. C'est vraiment passion tempête. Elle peut écrire le matin à Narbonne qu'elle est désespérée, qu'elle veut plus le voir, qu'elle va se suicider si elle le voit pas, etc. 10 minutes après, lui renvoyer une lettre en lui disant qu'elle lui demande pardon, qu'elle s'est laissée emporter, etc. Puis lui écrire 4 fois dans la journée des lettres complètement en cardiogramme amoureux par le biais de la lettre. Dès que le courrier arrive, si elle ne reconnaît pas son écriture sur les enveloppes, elle dit qu'elle devient folle. C'est une espèce de combustion de vie permanente et qui fait qu'à la fin, Narbonne s'en va. Staël met dans l'amour une intensité qu'elle appelle de la folie et qui effectivement ressemble à de la folie. 2 enfants, Albert et Auguste, naissent de cette relation effrénée et tumultueuse et sont même reconnus par son mari, Éric de Staël, dont elle est toujours l'épouse. Germaine, profondément mélancolique, comble le manque de Louis de Narbonne dans les bras d'autres hommes, jusqu'à ce dîner sur les rives du lac Léman, où elle rencontre un jeune Suisse très ambitieux qui rêve d'une carrière d'écrivain et de politicien. Et puis il y a cette rencontre exceptionnelle, cette rencontre qui va marquer Madame de Staël une vie entière, et cette rencontre porte un nom, c'est Benjamin Constant. C'est un formidable autodidacte. À l'âge de 5 ans, il maîtrise l'alphabet grec. À 12 ans, il compose son premier roman. Et donc, c'est une sorte d'équivalent masculin de l'extraordinaire Germaine de Staël. On pourrait croire que l'amour commence immédiatement entre ces 2 esprits forts, pas du tout. Il n'est pas très beau, elle le lui dit. Or, comme elle aime les hommes très beaux, celui-là ne l'intéresse en fait que pour son intelligence. Il est immédiatement subjugué par le brio de la fille de Necker. Il en tombe éperdument amoureux. Et comme il l'écrira plus tard dans son récit Cécile, « Je n'avais jamais rien vu de pareil au monde ». Benjamin Constant se lance dans une campagne de séduction acharnée, qu'il compare lui-même à une guerre de siège, et ne recule devant rien pour convaincre Germaine qu'ils sont faits l'un pour l'autre. On sait qu'il se fracasse la tête contre une cheminée lorsqu'elle lui demande de sortir de sa chambre, qu'il fait souvent mine de s'évanouir, qu'il fait semblant de se suicider lorsqu'elle renonce à ses avances. Germaine finit par céder, car elle est sous le charme de son intelligence. Elle vient de trouver son alter ego dans l'art de la conversation et de la défense des libertés. Elle est capable de commencer une phrase, il la termine. Elle lance une idée, il rebondit dessus. Les gens autour d'eux sont littéralement subjugués. Staël et Constant écrivent ensemble, discutent beaucoup, réfléchissent à la politique, qui reste leur passion première. Et donc, leur infusion fait que la plupart des œuvres qu'ils écrivent, on n'arrive pas à distinguer qui écrit quoi. Les 2 amants vont jusqu'à signer un pacte amoureux, dans lequel ils promettent de se consacrer mutuellement leur vie. Un serment qui va les unir quelques années avant que les 2 apôtres de la liberté ne reprennent la leur. Si Madame de Staël est une femme vulnérable face à l'amour, elle est une femme politique forte et déterminée, qui ne craint aucun homme, aucun combat.
Je vous retrouve ici au château de Coppet, dans l'une des pièces qui a fait les grandes heures de Madame de Staël et qu'elle aime probablement le plus. Il s'agit de la Grande Galerie. C'est ici d'ailleurs qu'elle donne des représentations théâtrales. Non seulement elle met en scène les pièces des grands auteurs dramatiques comme Racine ou Voltaire, mais elle les joue avec une malice et une gourmandise sans pareil. Il faut imaginer cette pièce remplie d'invités venus l'applaudir dans le rôle de Phèdre. Germaine s'amuse, Germaine se déguise, elle porte des voiles d'héroïnes antiques et des costumes de reines exotiques. Chaque décor, chaque accessoire est fait à la main par des artisans de Coppet. Il en reste d'ailleurs quelques objets, comme cette épée en bois. Depuis, cette salle a été transformée en bibliothèque par Auguste, l'un des fils de Germaine de Staël, juste après sa mort. On y voit ainsi son portrait réalisé par le peintre genevois Massot. Elle y est représentée avec une lyre à la main, comme Corinne d'ailleurs, l'une des héroïnes de l'un de ses plus célèbres romans, Corinne ou l'Italie. L'esprit de son père Jacques Necker est lui aussi toujours présent dans la plupart des pièces du château. Et regardez ici, nous avons un précieux coffret qui lui a appartenu et sur lequel est écrit « Pièce justificative du compte-rendu au roi par Monsieur Necker au mois de janvier 1781 ». Oui, rappelons-le, à cette époque, le royaume est en pleine crise financière. Jacques Necker veut réduire par tous les moyens les dépenses publiques et propose de limiter les pensions parfois astronomiques versées à certains courtisans. Ces documents, qu'on appelle les comptes bleus, parce qu'à l'époque, la couverture était bleue, auraient dû rester secrets, mais ils sont finalement publiés et font l'effet d'une bombe dans l'opinion publique qui découvre alors les sommes fabuleuses perçues par les favoris du couple royal. Peu de temps après, sous la pression de ses courtisans, Jacques Necker est renvoyé par le roi. Mais découvrons à présent la chambre de Madame de Staël qui conserve quelques objets, témoignages émouvants de sa vie, comme ce lit par exemple, offert à l'occasion de son mariage avec le Suédois Erik Magnus de Staël. Il est orné de petits anges, de colombes et de guirlandes de fleurs, et recouvert de damas, ce tissu de soie rouge et vert originaire de Syrie. Et là, regardez, c'est l'un de ces châles aux couleurs toujours vives et qu'elle aime porter et qui participe aussi à ses tenues parfois excentriques. Là, derrière moi, nous avons un petit cabinet d'ébène florentin, richement décoré de bronze, de marbre, et dans lequel Madame de Staël range à la fois ses bijoux, mais aussi les nombreuses lettres qu'elle reçoit chaque jour. N'oublions pas qu'elle écrit tout le temps. D'ailleurs, le bureau en acajou de Jacques Necker nous le rappelle, même si on peut légitimement penser qu'elle l'utilise peu, car ce qu'elle aime avant tout, c'est d'écrire debout et n'importe où, si bien qu'elle se déplace toujours avec son écritoire. Jacques Necker, renvoyé, puis rappelé, mais la Révolution française est en marche. Le 5 octobre 1789, plusieurs milliers de femmes armées de 2 canons prennent la route sous une pluie battante en direction du château de Versailles. Le peuple crie famine et vient demander au roi du pain, les armes au poing. À Paris, Germaine s'inquiète, et pour cause. Lorsque Germaine de Staël apprend que les femmes marchent vers le château, elle se précipite au château. Elle a peur pour son père. Elle va, par des chemins détournés, assister à cette journée qui est la prise de Versailles par le peuple, où il y a effectivement des morts. Bien évidemment, on la reconnaît, bien évidemment, on la laisse passer à l'intérieur du grand château de Versailles. Elle rejoint son père qui est auprès de la famille royale. Elle est au cœur du cyclone et elle assiste au grand épisode quand la reine Marie-Antoinette doit comparaître au balcon devant la foule déchaînée. Et Germaine n'oubliera jamais que lorsque, après avoir salué sur le balcon le peuple de Paris, Marie-Antoinette rentre dans le salon et pleure.
Cette révolution, Staël va la vivre de manière très intime. C'est ça qui la singularise. Elle est là, physiquement présente, pour les grandes étapes, ce que peu de gens peuvent dire. Cette proximité avec le pouvoir en fait une spectatrice aux premières loges de cet événement politique important. La révolution est en marche depuis quelques mois déjà, inéluctable. L'hiver 1788 a été très rigoureux. La récolte du blé est désastreuse. Le prix des grains explose et les dettes de l'État s'accumulent. Dans un dernier espoir pour sauver le royaume, Louis XVI nomme Jacques Necker ministre des Finances. Le roi lui confie notamment la tâche de préparer la réunion des États généraux, et Necker, considéré comme un magicien des finances, doit à la fois lutter contre la banqueroute et préparer la réunion des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Necker va même prêter 2 millions au Trésor royal, donc de sa poche. C'est dire que ce ministre Necker s'engage. Et non seulement il s'engage, mais il s'engage sans jamais demander, ça fait rêver, le moindre centime. Il ne gagne pas un louis par rapport à sa fonction de ministre. Et donc, il est très populaire à ce moment-là. Le peuple attend un miracle de la part du père de Germaine de Staël. Le brillant financier veut supprimer les privilèges fiscaux du clergé et de la noblesse et accorder une plus grande place aux tiers-états. Le 5 mai 1789, 1200 députés se réunissent à Versailles. Jacques Necker, le regard grave, s'apprête à faire le discours le plus important de sa vie. Sa fille, fébrile mais fière, l'observe. Elle est dans la salle, elle voit arriver son père et très rapidement, elle se rend compte que ce rendez-vous, c'est pas simplement le rendez-vous de son père avec le pouvoir, c'est le rendez-vous de la France avec son histoire. Sous la pression des milieux conservateurs de la cour, Louis XVI renvoie Necker, erreur stratégique fatale. Ça va mettre le feu aux poudres et quelques jours plus tard, la Bastille sera prise. Sous la pression populaire, Louis XVI est obligé, le 16 juillet, de rappeler encore une fois Necker au pouvoir. Et le 30 juillet, Madame de Staël, aux côtés de son père, assiste à l'apothéose de celui qui est son héros. Elle dit « Toute la foule se presse derrière un seul homme, et cet homme, c'est mon père ». Jamais elle n'a éprouvé à ce point la gloire de son père. Germaine a 23 ans et déjà des certitudes. Elle est convaincue que la monarchie absolue a vécu et que des idées nouvelles peuvent enfin voir le jour. Le temps de son propre engagement est venu. Pour elle, la révolution est nécessaire. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau d'inégalité, un niveau d'injustice insupportable. Donc il fallait en finir avec ce qu'elle analyse comme un système de despotisme français et de corruption. Donc elle soutient la révolution. Aux premières sessions de l'Assemblée nationale, elle y est tout le temps parce que ça la fascine. Tous ses amis font partie de ce groupe des 47 députés de la noblesse qui ont rejoint le tiers-état, qui croient dans la révolution. Ils voudraient qu'on passe de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle et que ce soit une monarchie parlementaire à 2 chambres, comme en Angleterre. Rue du Bac, à Paris. Dans son hôtel particulier, Germaine de Staël, le visage rayonnant, exulte. Depuis près d'1 heure, entourée d'invités admiratifs, elle commence à dessiner les contours d'une France nouvelle, plus juste et équitable. En quelques mois, son salon littéraire est devenu un rendez-vous politique incontournable qui attire tout ce que la capitale compte de brillants penseurs. Elle est amie avec des gens qui souvent ont des prises de position très différentes, parfois très opposées. Et pourtant, elle réussit à concilier un monde dans son salon qui est aussi bien un monde libéral favorable à la Révolution qu'un monde d'aristocrates. Ça a pu lui être beaucoup reproché, le fait d'inviter tout le monde dans son salon. Mais pour elle, c'est une qualité d'inviter tout le monde. Ça prouve qu'on n'est pas enfermé dans une manière de penser. Staël tient à ce que son salon soit un lieu de modération, un lieu de discussion. Alors que la moitié des élites fustigent la Révolution, Germaine de Staël reste une femme engagée dans ce combat pour la liberté, mais modérée dans ses idées. Elle se défend de tenir un salon partisan et revendique une parole libre.
Chez Madame de Staël, on parle politique, avec passion. Et non seulement on en parle sur un ton d'une belle véhémence, mais on n'hésite pas à se couper la parole. C'est du jamais vu. C'est quelqu'un qui parle et qui lance les débats, qui impose ses idées et qui discute d'égal à égal avec les gens qu'elle reçoit. Germaine est capable de dire « Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Taisez-vous, laissez-moi parler. » Ça amuse, ça choque un peu, mais surtout ça passionne. Donc le salon de Madame de Staël ne désemplit pas. C'est une femme qui veut jouer un rôle. Si son père lui a fait aimer la gloire politique, elle préfère malgré tout rester dans les coulisses du pouvoir, à l'ombre des grands hommes. Pour elle, la politique est une affaire d'hommes, parce que la scène publique est trop violente, trop injuste pour les femmes. Le rôle politique qu'elle a rêvé d'occuper, c'est celui d'être conseillère d'un homme de pouvoir. Grâce au puissant réseau de son salon, Germaine de Staël est au sommet de son influence politique. Dans les dîners parisiens, son nom est sur toutes les lèvres et s'affiche comme un sésame pour accéder aux marches du pouvoir. Ses amants sont les premiers à en profiter. Elle va intriguer pour faire qu'en sorte que M. de Narbonne devienne ministre de la guerre. Elle en a, je dirais, les capacités. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle est aussi femme de diplomate et qu'elle est proche de la cour. Elle est encore, je dirais, proche de la faveur royale. Talleyrand, son grand ami, je dirais son amant d'un quart d'heure, toujours très ambitieux, veut le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. C'est grâce à Germaine qu'il obtient cette immense faveur. Ministre des Affaires étrangères, à l'époque, ce n'est pas rien. C'est pour Staël la garantie que ces gens au pouvoir vont défendre des valeurs qu'elle partage. C'est une façon de concevoir la politique comme un réseau. Adorée par les uns, honnie par les autres, la facétieuse Germaine de Staël ne laisse personne indifférent. Et surtout pas la presse, qu'elle soit royaliste ou révolutionnaire, qui n'hésite pas à l'éreinter, voire à l'humilier. On retrouve des caricatures qui la ciblent à partir du moment où Louis de Narbonne est nommé ministre de la guerre. Et comme on suppose que c'est elle qui a tant pesé dans sa nomination, qui a tout fait pour qu'il soit nommé ministre, on suppose qu'il y a une influence occulte, que le ministre n'est qu'un homme de paille et que Madame de Staël dirige l'armée française. Donc on retrouve ici sur ces caricatures le ministre à tête de linotte, donc un ministre avec une cervelle d'oiseau, et ensuite cette caricature particulièrement célèbre où l'on voit Madame de Staël qui tient en laisse le ministre. Elle domine son amant, elle le dirige et c'est elle qui tire les ficelles derrière la politique du gouvernement de l'époque. Ici, une caricature qui représente la prise de la ville de Porrentruy, donc c'est dans le Jura suisse, en 1792. Et on voit le ministre Linotte, toujours avec sa tête d'oiseau, et la baronne de Staël avec une lance à la main qui sont en train de transpercer la truie. Donc c'est un jeu de mots pas très subtil, pas très malin, une allusion un peu grivoise entre le porc, la truie. On imagine que ça fait allusion aux deux amants. Alors on peut penser que la caricature a joué un rôle dans ce bref passage au ministère de la Guerre de Narbonne. On l'a tellement ciblée, on l'a tellement vilipendée. Cette image de la tête d'oiseau a été tellement bien diffusée que forcément ça contribuer à miner son crédit et à le faire passer pour un idiot. Il va perdre son poste très vite, il ne retrouvera plus ensuite de poste équivalent. Alors, la caricature à l'époque est une arme politique très puissante puisqu'on va cibler les défauts physiques, les défauts personnels des politiciens, d'accuser de trahison, de porter des coups terribles à la crédibilité de certains politiciens. Donc c'est vraiment une arme extrêmement puissante qui prend son essor à l'époque. Le 10 août 1792, le ciel s'assombrit un peu plus sur la capitale. Au petit matin, une foule d'insurgés prend d'assaut le château des Tuileries où le couple royal réside. Louis XVI et Marie-Antoinette sont arrêtés. C'est la fin de la monarchie. La République va être proclamée. C'est 1000 ans d'histoire monarchique qui s'écroule dans le sang comme un château de cartes. Cette journée est étonnante parce que Madame de Staël va parcourir Paris pour essayer de sauver un certain nombre de ses amis. Elle apprend avec horreur la mort de son ami Stanislas de Clermont-Tonnerre. Il est défenestré. La scène est abominable. Les gens ont peur. Les gens se terrent.
Son hôtel va devenir une plaque tournante, on cache les gens dans les caves. Et quand les soldats arrivent et disent « on veut fouiller chez vous », elle dit « non, je suis ambassadrice, vous pouvez rien faire ». C'est un vrai réseau de résistance qui est très risqué de sa part, qui est très généreux aussi. Parce qu'elle aurait pu se sauver elle toute seule et puis laisser les autres comme beaucoup l'auraient fait. Avec la fin de la royauté, tous les partisans d'une monarchie constitutionnelle dont font partie Madame de Staël et ses amis sont considérés comme les ennemis de la Révolution. Le 20 août, à 4 heures du matin, Louis de Narbonne doit quitter Paris de toute urgence. Alors qu'il est caché dans les caves de l'hôtel particulier de Germaine de Staël, elle lui fournit un faux passeport pour organiser sa fuite et sa survie. Il s'agit bien sûr qu'il quitte ses habits d'aristocrate et elle a un costume de charretier, donc vraiment le bas du peuple. Il va revêtir ce costume, il sort par une porte dérobée et on voit cet homme qui va pouvoir, sans encombre et sans risque, rejoindre l'Angleterre et sauver sa vie. Dans les jours qui suivent, le sang continue de couler dans les rues de Paris. Germaine craint de plus en plus pour sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte, le fils de Louis de Narbonne. Le 2 septembre, alors que le tocsin retentit, elle décide enfin de s'enfuir vers la Suisse pour rejoindre le château de son père, à Coppet. La voiture de l'ambassade de Suède qu'elle utilise pour se déplacer est confondue par la foule avec une voiture d'aristocrate. On confond les armoiries diplomatiques avec des armoiries nobles. Et du coup, la foule se jette sur Staël, l'arrête, la fait descendre de voiture. Et on la conduit à l'hôtel de ville. Et là, elle reste très digne, toujours aussi courageuse. Et elle sait très bien ce qu'elle risque, c'est la mort. Elle arrive dans une grande salle où est réuni le conseil de la commune et elle se trouve face à Robespierre. Et elle remontre ses papiers et ce qui va vraisemblablement la sauver, c'est qu'elle est femme d'ambassadeur et que l'on ne touche pas, bien sûr, à la diplomatie. Elle peut librement remonter dans sa berline et l'on prend la direction de la Suisse, le chemin de l'exil qui l'amène au château de Coppet. Germaine de Staël vient d'échapper de justesse à la mort. Plus de 1200 personnes sont assassinées lors des massacres du mois de septembre. La Révolution plonge dans la période de la terreur et Madame de Staël pleure les rêves qu'elle s'en était fait. Mais bientôt, une nouvelle ère va la ramener au cœur du jeu politique. Je vous retrouve au château de Coppet afin de vous faire visiter maintenant le premier étage. Regardez, on peut imaginer combien Madame de Staël est fière de ce tableau représentant Louis XVI en costume de sacre et qui a été donné par le roi en personne à son père Jacques Necker. Entrons maintenant dans les appartements. Et on va passer par une petite pièce très intéressante. Parce que voyez-vous, cette maison respire l'esprit, le bel esprit français. Et d'ailleurs, regardez, toutes ces représentations de chevaux ont été dessinées par le professeur de dessin des enfants de Germaine de Staël, qui n'est autre que Karl Vernet, le fils de Joseph et le père du célèbre Horace Vernet. Entrons maintenant dans le grand salon. Regardez. Ce grand salon, vous le voyez, est décoré de tapisseries d'Aubusson et accueille à l'époque les plus brillants esprits européens plusieurs mois par an. Ici, le soir après le souper, l'art de la conversation et de la maîtrise des idées prend son envol. Au fil des échanges, Germaine de Staël, en maîtresse de cérémonie, tempère les émotions, ravive les esprits, exalte les ardeurs des meilleurs orateurs. Et ici, vous avez la présence de deux voisins. D'un côté, vous avez le portrait du philosophe Jean-Jacques Rousseau par le peintre britannique Allan Ramsay. Et son ennemi est également présent. Cette petite statue représente Voltaire, un autre voisin. Lorsque Jacques Necker s'installe définitivement dans ce château à la fin de sa vie, il ramène l'ensemble de son mobilier parisien, comme ses potiches japonaises, probablement obtenues dans la Compagnie des Indes dont il a géré les finances, mais aussi ce buste en biscuit de Sèvres du naturaliste Buffon. Mais passons maintenant dans une autre pièce très singulière et qui est juste ici. Regardez. C'est une chapelle catholique dans un château
protestant. En effet, en 1879, l'arrière-petite-fille de Madame de Staël, Mathilde d'Aussonville, se convertit au catholicisme. Très critique sur la vie amoureuse de son aïeul, elle décide d'aménager une chapelle pour sanctifier le lieu, en quelque sorte pour faire pénitence. Le résultat est surprenant avec toutes ces boiseries éclairées par la lumière qui filtre des vitraux. Est-ce que Germaine de Staël aurait apprécié un tel cérémonial? Rien n'est moins sûr. Mais je vous propose maintenant de découvrir une dernière pièce située dans les appartements privés où vivent les actuels propriétaires. Suivez-moi. Bonjour, Takouy d'Aussonville, merci de nous ouvrir exceptionnellement les portes de ce splendide bureau-bibliothèque. Vous êtes la 9e génération, je crois, des descendants de Madame de Staël. Et autrefois, ici, c'était vraiment une bibliothèque, n'est-ce pas? Oui, c'est une pièce qui a été installée vers 1830 par Adèle Vernet, la belle-fille de Madame de Staël, l'épouse d'Auguste, et depuis, rien n'a changé. Alors, je crois que vous avez un document très exceptionnel à nous présenter. C'est une des parties du manuscrit de 10 années d'exil qui a été commencée par Madame de Staël à Coppet en 1810. Qu'est-ce qu'elle raconte dans cet ouvrage? C'est au fond le livre de ses mémoires dans lequel elle relate son époque, ses contemporains. Elle retrace toute la tyrannie de Napoléon et son histoire propre face à cette tyrannie en tant qu'opposante à la tyrannie de Napoléon, avec toute sa lutte pour la liberté et les conséquences que cette lutte a engendré sur sa vie. Ce qui est incroyable, c'est que Germaine de Staël rédige plusieurs exemplaires de son livre qu'on appelle des manuscrits déguisés, c'est ça? Oui, alors il y a le manuscrit clair oui. et par opposition le manuscrit déguisé, où elle transpose tous les noms propres notamment, des personnes, des institutions, des lieux, avec l'histoire d'Angleterre. Donc elle fait croire qu'elle écrit sur l'histoire d'Angleterre. C'est pour la protéger en quelque sorte. Oui, alors vous voyez par exemple là, elle parle d'une rencontre avec Cromwell dont elle fait le portrait et en réalité, il s'agit de sa première rencontre avec Bonaparte. Et donc si on veut découvrir l'œuvre de Madame de Staël, vous nous recommandez, Takouy d'Aussonville, de commencer par 10 années d'exil. Oui, ça donne la clé de l'œuvre. Oui. Merci infiniment, Takouy d'Aussonville, de nous avoir permis de toucher au plus près, et c'est assez émouvant, l'œuvre de Madame de Staël en découvrant ce manuscrit original. Je vous en prie. Merci. Cela fait plus de 10 ans que Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte s'affrontent sur le terrain des idées, à tel point que l'empereur dit d'elle « J'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël ». En 1810, Germaine publie De l'Allemagne, un ouvrage qui vante la culture allemande à une époque où en France, l'autoritarisme règne en maître. Il n'en faut pas plus pour déclencher la fureur de Napoléon. Tout auteur qui ferait l'éloge d'une diversité culturelle, d'une diversité linguistique, est un auteur qui lui résiste, est un défi politique. Staël signe son arrêt de mort politique parce qu'elle revendique et elle affiche une littérature et des modèles qui ne soient pas français. Il voit une attaque politique et il voit la critique de son despotisme dans ce livre. La colère de Bonaparte crève le plafond. Elle a réussi à écrire point par point ce que Bonaparte vomit. Bonaparte décide que cet ouvrage ne paraîtra pas. Et il est d'autant plus pressé qu'il a peur qu'elle le fasse paraître en Allemagne. C'est le livre interdit, c'est, comme elle l'appelle dans sa correspondance, le brûlé. L'empereur décide de détruire les 5000 exemplaires de son ouvrage. Pour Germaine, le préjudice moral est énorme. Le mépris de Napoléon à l'égard de celle qu'il craint autant qu'il déteste est à son apogée. Pourtant, lorsqu'en 1797, le jeune Bonaparte devient le bras armé du Directoire, Germaine voit en ce séduisant général l'avenir politique de la France. L'homme qui monte sous le Directoire, c'est le général Bonaparte. La conquête de l'Italie va stupéfier Madame de Staël et elle a pour lui donc une admiration absolument extraordinaire. Staël croit avoir trouvé en lui, comme beaucoup de gens d'ailleurs, le sauveur de la France, le sauveur de la Révolution, ce que Napoléon d'ailleurs prétend être. Pour Staël, il a tout pour plaire. À condition qu'il soit guidé par une femme de prestige, d'intelligence,
de talent, de conscience politique qui pourrait, en quelque sorte, être sa muse et le guider, je dirais, vers les étoiles. Cette femme, on l'aura compris bien sûr, c'est Germaine de Staël. Donc c'est la personne en qui elle met tous ses espoirs. Elle se dit, cet homme est un génie. Moi, Germaine de Staël, je suis un génie. Donc nos deux génies vont sauver la France. Émerveillée par ce général hors pair, elle est prête à tout pour attirer son attention et le séduire. Elle ose quand même écrire à Bonaparte que sa femme est une insignifiante créole. Et lui n'a qu'une réponse, en effet, cette femme est folle. Mais elle est folle, réellement. C'est une folie intellectuelle d'une femme qui place ses ambitions tellement haut qu'elle ne voit qu'un Bonaparte pouvant répondre à la femme qu'elle est. Il a peur d'elle, parce qu'il dit, cette femme est tout le temps en mouvement, elle connaît tout le monde, tous les gens qui dirigent la France. Lui, il les connaît moins bien qu'elle, en fait. Mais la reine des salons ne s'arrête pas à ce quiproquo. Impatiente de rencontrer l'homme qu'elle porte en héros, Germaine fait jouer toutes ses relations. Et c'est son ami Talleyrand, ministre des Affaires extérieures, qui organise un grand dîner dans lequel Bonaparte est à l'honneur. Elle arrive auprès du général et là, malheureusement, rien ne va se passer comme elle le souhaitait. Immédiatement, elle rentre dans le vif du sujet avec lui en lui demandant quelle serait pour lui la femme idéale, celle qui l'admirerait le plus. Et Bonaparte a très vite avec elle un comportement extrêmement froid et laisse juste tomber celle qui a le plus d'enfants. Bonaparte, immédiatement, a une aversion pour cette femme, qu'il trouve beaucoup trop envahissante. Il la sent tout de suite trop forte, quoi. Il ne veut surtout pas avoir une femme comme ça à ses côtés. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle est désarçonnée, elle ne comprend pas comment fonctionne cet homme et elle ne sait pas comment le prendre. Germaine continue de croire en cet homme capable de sauver la France. Mais le 8 novembre 1799, le fameux 18 Brumaire, il participe à un coup d'État pour renverser le régime jugé comme corrompu et instable. Au palais du Petit Luxembourg, Bonaparte devient le premier consul pour 10 ans, dirige le pays d'une main de fer et s'octroie la plupart des pouvoirs. C'est-à-dire des pouvoirs personnels très importants qui seront reconnus au premier consul, qui va se renforcer très notablement, un régime policier aussi qui va se mettre en place. Et évidemment que la conduite de Bonaparte à l'endroit des intellectuels, avec la censure des journaux, la mise au pas des écrivains, et le fait que Bonaparte porte atteinte par sa politique aux libertés fondamentales de l'individu, tout cela va engendrer une très grande déception chez Germaine, qui avait cru qu'il serait l'homme providentiel. Les désillusions de Germaine ne font que commencer. Quelques mois plus tard, Benjamin Constant fait un discours majeur au tribunat, l'une des plus importantes assemblées du nouveau régime. Un discours écrit à 4 mains avec Germaine. Il réclame du gouvernement de respecter la liberté des citoyens et de ne pas imposer des décrets de façon arbitraire. Ce discours a fait un flop total. Bonaparte est toujours persuadé que derrière Benjamin Constant, c'est Madame de Staël qui tire les ficelles, qui donne les idées et qui donc s'oppose à lui. Et là, il prend la décision. Il dit « je la briserai, je la romprai ». Pendant ce temps, pour fêter ce premier discours de Benjamin Constant au tribunat, Germaine organise un grand dîner auquel doivent assister ses amis, mais aussi des hommes politiques très influents. Elle est entourée de ses domestiques, elle est en train de dresser la table, enfin de la faire dresser, de dire « vous installerez monsieur ici, vous installerez monsieur ici ». Et on sonne à la porte. C'est un premier désistement. Puis un deuxième. Puis un troisième, puis un quatrième, un cinquième, un sixième. Et tous les gens qui devaient assister à ce déjeuner se désistent les uns après les autres. Que le dernier à se désister, c'est Joseph Bonaparte, le propre frère de Napoléon Bonaparte. Disons que
eh bien, les mouches ont changé d'âne. Et elle devient, du coup, la femme à battre. Et quand Benjamin Constant revient, il est furieux. Il lui dit « C'est de votre faute. Vous m'avez poussé à me positionner dans l'opposition dès mon premier discours. » Elle doit lui reprocher la façon dont il a dû dire son discours. Il n'aurait pas fallu écrire ceci, j'avais proposé d'écrire cela. Il se dit qu'il est allé trop loin, que pour son premier discours au tribunal, il aurait dû être plus modéré. Accablé, excédé, Benjamin s'en va. Il est furieux, elle est furieuse, et il claque la porte. Et Germaine de Staël reste seule et effondrée. Germaine comprend rapidement que derrière cette humiliation se cache Napoléon, l'homme qui a juré de la détruire. Elle apprend à ses dépens que celui qui s'est installé au château des Tuileries est un homme avide de pouvoir, dont l'ascension fulgurante le porte 3 ans plus tard au sommet de l'État, dans le rôle de consul à vie. Elle voit bien le glissement progressif du pouvoir. Elle se dit, mais il m'a trompé, il est en train de flouer la France. C'est un filou, Bonaparte. Donc tous ses amis intellectuels, Benjamin Constant, en premier titre, se disent, c'est un dictateur qui va régner sur la France. À la même période, Germaine sort en librairie son premier roman, Delphine, qui explore les limites de la liberté des femmes dans une société libérale. Son succès est retentissant. Mais pour Bonaparte, c'est l'affront de trop. Elle a l'illusion que cet ouvrage va plaire à Bonaparte. Colère de Napoléon qui dit, mais elle se moque de moi. C'est quoi Delphine? C'est le drapeau d'une féministe. Delphine est une femme qui fait ce qu'elle veut. Delphine est une femme qui aime là où elle veut, qui écrit, qui publie, qui souffre, qui fait ce qu'elle veut. C'est une femme libre. Une femme libre, aux yeux de Napoléon, mais une femme libre, mais c'est un monstre, c'est une caricature de femme. Mais il porte sur les femmes le regard que portent les hommes du XVIIIe siècle sur les femmes, c'est-à-dire d'une misogynie totale. La femme est ramenée à sa condition de femme au foyer, qui s'occupe de son mari et qui élève ses enfants. Et il a cette vision-là. Pour Bonaparte, Germaine est l'incarnation de ces femmes savantes qu'il déteste, celles qui échappent à leur devoir de femme. Alors, pour s'assurer que les femmes restent à leur place, il dispose d'un arsenal législatif particulièrement liberticide, inscrit dans le fameux Code civil dit le Code Napoléon. C'est au Conseil d'État, fondé par Bonaparte lui-même, pour rédiger à cette époque les projets de loi avant leur adoption au Parlement, que ce document majeur a été conçu. La volonté de Napoléon Bonaparte, c'est de rétablir l'ordre. Et pour ce faire, de s'appuyer sur la cellule familiale qui est commandée par le père de famille. Donc le Code civil marque vraiment un retour par rapport à la Révolution, à l'autorité du pater familias sur les membres de sa famille. Le chapitre 6, dans le titre 5 du mariage, est particulièrement significatif des restrictions faites aux femmes, puisque à l'article 213, il est dit que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. L'article 214 va encore plus loin, puisque la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. L'article 215, la femme ne peut ester en jugement, c'est-à-dire intenter d'action en justice, sans l'autorisation de son mari. Donc on retrouve en fait cette notion d'incapacité, où finalement la femme est considérée comme une mineure. Inégalité de traitement également. Dans l'article 229, il est dit que le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Et l'article 230 commence de la même manière, la femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari. Mais il est précisé, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Donc autrement dit, le mari peut avoir autant de maîtresses qu'il veut. Si ça se passe à l'extérieur de la maison commune, la femme n'a pas les moyens de demander le divorce. Napoléon considère que les femmes sont essentiellement là pour enfanter. Elles ne peuvent pas prendre de décision pour elles-mêmes. Les femmes sont perpétuellement sous la tutelle de quelqu'un.
Donc tant qu'elles ne sont pas mariées, c'est sous la tutelle du père de famille. Et avant leur mariage, elles passent sous la tutelle de l'État, puis ensuite sous la tutelle du mari. Dans son hôtel particulier, Germaine réouvre son salon politique, y compris à des gens qui peuvent paraître suspects à Napoléon. Madame de Staël, se sentant trahie par les choix du futur empereur, entre en résistance. Napoléon considère le salon de Madame de Staël comme un foyer d'opposition. Il la voit elle-même comme une bavarde qui ne peut s'empêcher de parler de ce qui ne la regarde pas, parce qu'aux yeux de Napoléon, les femmes n'ont pas à se mêler de politique. Et la vision qu'a Germaine de la politique et de l'évolution politique, de la démocratie, du rapport des uns et des autres à la liberté, est totalement antinomique avec la vision napoléonienne. Donc, par définition, il l'a considérée comme une femme dangereuse. Le temps du conflit est arrivé. Pour contrer celle qu'il considère comme l'une de ses plus grandes ennemies, Napoléon l'exile à 160 km de Paris. Loin de Madame de Staël, le premier consul peut continuer à gravir les marches du pouvoir et devenir, en 1804, l'empereur des Français. Mais c'est sans compter sur la détermination de Germaine à vouloir sa chute. C'est un affrontement qui va très vite devenir mythique et qui va, pour cette raison, passionner l'Europe entière. Je me trouve toujours sur les bords du lac Léman en Suisse, mais cette fois-ci au domaine de Prangin, un château que connaît bien Germaine de Staël. Au début des années 1780, Louis-François Giguère, le propriétaire des lieux, est un grand ami de son père. Il l'invite plusieurs fois à profiter de la douceur de vivre dans cet environnement exceptionnel au pied du Mont Blanc. La jeune Germaine, encore adolescente, l'accompagne souvent ici. Cette ancienne seigneurie s'étend sur des centaines d'hectares de champs, de prés, de vignes et de forêts. Construite au siècle des Lumières, cette imposante demeure est le signe d'une ascension sociale réussie. Au XVIIIe siècle, une famille riche et noble doit afficher sa fortune et son rang. Et accrocher aussi au mur des salons les tableaux de famille. Ici, on peut remarquer Louis Giguère et son épouse, comte et comtesse de Prangin, par Nicolas de Largillière. Les invités, d'ailleurs, peuvent le remarquer dès leur entrée avec la distribution des pièces en enfilade qui permet, en un seul coup d'œil, de mesurer la taille du château, comme c'est le cas ici. Au château de Prangin, comme au château de Coppet, les grands esprits se rencontrent, discutent et débattent des idées du siècle des Lumières. Germaine accompagne son père lorsqu'il vient échanger ici avec le propriétaire Louis-François Giguère. Et c'est ici, dans ce cabinet de travail, que se passent ces rencontres. Bonjour Hélène Bierry-Thompson, vous êtes la directrice de ce château de Prangin. Quel est le lien ou les liens entre le propriétaire du château de Prangin et Jacques Necker et la famille de Germaine de Staël? Alors en fait, Jacques Necker est un bon ami de Louis-François Giguère et nous le savons grâce à un journal tenu par le baron qui atteste de cette amitié. Par exemple, Louis-François Giguère se réjouit énormément d'apprendre que Necker a acquis le château de Coppet, ce qui en fait un quasi-voisin. Et d'ailleurs, à l'arrivée de Necker, à la demande du ministre des Finances, il va lui prêter ses canons. Et le journal du baron rend compte de ces rencontres qui ont lieu ici ou ailleurs. Et il y en a une très belle que j'aimerais vous montrer. Ah, volontiers, merci. En date du 27 septembre 1783, il est indiqué « Monsieur Necker et mademoiselle sa fille, qui sont beaucoup ensemble, viennent nous voir après dîner. Mademoiselle est naturelle, vive et gaie. Elle aime son père, c'est ce qui se voit. Son père, si l'on cherchait un peu profond, trouve là sa plus douce jouissance de société. »
C'est joliment dit. C'est très joliment dit. Et on voit bien que le propriétaire des lieux a tout de suite senti le potentiel intellectuel, l'intelligence et le talent qui caractérise Germaine de Staël, non? Cette précocité incroyable. Oui. Merci beaucoup, Hélène Berry-Thompson, de m'avoir fait découvrir ce livre, ce journal intime. Je me trouve à présent dans la salle de réception du château qui sert au dîner, au bal, mais aussi au spectacle de danse et de théâtre organisé par le baron Giguère et son épouse Mathilda. C'est un couple qui aime recevoir, qui a le goût du faste. N'oublions pas que la sociabilité est au cœur des plaisirs mondains au XVIIIe siècle. Regardez, le sol et la fontaine à double vasque pour rincer les verres et les rafraîchir sont en marbre et proviennent des fameuses carrières du Chablais vaudois. Les boiseries sculptées et peintes sont typiques de l'époque. Alors, autrefois, elles étaient recouvertes de cuir de Cordoue, mais ça gardait les odeurs. Aujourd'hui, elles sont juste peintes. On se demande toujours pourquoi dans les salles à manger de l'époque, il y avait des lanternes. Eh bien, à cause des courants d'air. Regardez, autrefois, c'était des bougies. Et donc, s'il y avait eu un courant d'air, la cire serait tombée dans les assiettes. Et c'eût été fort dommage, parce que regardez cette vaisselle, elle est tout à fait admirable, elle est de la Compagnie des Indes. Tout cela augure d'un festin inoubliable. D'ailleurs, à la table du baron, on déguste de la truite, des perdrix rouges, des oranges de Malte et même du chocolat en provenance des pays les plus exotiques. La jeune Germaine garde un souvenir envoûté de ces saveurs à base de cacao et qui étaient réservées à l'époque à l'aristocratie. D'ailleurs, pour l'anecdote, la Suisse, et on le sait, est aujourd'hui l'un des pays qui produit le plus de chocolat, mais c'est aussi le plus grand consommateur de chocolat par habitant au monde. C'est 9 kilos par an et par habitant. Entrons dans l'autre salle. Oh, j'aperçois justement, regardez, une magnifique chocolatière en argent. Nous sommes ici dans une petite salle à manger, cette fois-ci beaucoup plus intime, réservée aux repas en petit comité. Au XVIIIe siècle émerge une nouvelle forme de vie familiale qui est davantage centrée sur le couple, les enfants, par opposition à une vie en société. Et ici, la baronne Mathilda peut jouer avec ses enfants. Regardez, il y a d'ailleurs leur cheval à bascule, ou prendre le thé avec son mari. C'est une pièce dont le thème est dédié à l'amour parental, mais aussi à l'amour galant, comme on peut le voir avec ce joli service en porcelaine de Nyon. Regardez, sur cette soucoupe, c'est une bergère qui est représentée seule. Mais là, évidemment, sur la tasse, elle a rencontré un homme et elle l'embrasse. Ces terres suisses, Germaine va les retrouver bien malgré elle à l'hiver 1803. En effet, chassée de Paris par Napoléon, elle se réfugie dans la demeure familiale au château de Coppet sur les rives du lac Léman. Le temps d'un week-end, ses amis viennent la divertir et la sortir de son isolement. Et vous allez voir que malgré cet exil forcé, la jeune femme n'a rien perdu de son panache, bien au contraire. Elle s'est retrouvée dans cette grande demeure qui est magnifique. Il y a un joli jardin et elle a tellement d'argent qu'elle a sans doute une domesticité impressionnante qui fait qu'elle reçoit. La campagne est ravissante, donc il n'est pas rare du tout que les domestiques ou les amis prennent des panières. Dans les panières, il y a des victuailles et bras dessus, bras dessous, eh bien, on va au bord du lac pique-niquer. Il y a une découverte de nouveaux paysages. Donc on fait des sorties à la journée ou pendant 2 jours où les femmes en robe vont marcher sur la mer de glace. Mais les jours, puis les semaines passées loin de Paris pèsent sur le moral de Germaine. Et lorsque les visiteurs repartent en France et que seuls les silences résonnent dans les couloirs du château, elle sombre alors dans une profonde mélancolie. L'exil, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Pour Germaine, être privée de Paris, c'est être privée de son oxygène. Elle a besoin des salons, elle a besoin de la sociabilité parisienne. Elle le dit, je préfère le ruisseau qui sent pas bon de la rue du Bac à tout le lac Léman que je vois quasiment de ma fenêtre. Pour elle, c'est pas vivant la Suisse, c'est mort. Elle ne peut pas être seule. Elle est prête à n'importe quoi pour ne pas être seule.
Germaine refuse de subir une vie d'exilée. Elle décide de former à nouveau au pied des Alpes l'ambiance de son salon parisien. Dès le printemps et pendant 6 mois, elle invite les esprits les plus brillants qu'elle connaît. La principale mission du groupe de Coppet est de constituer un groupe de réflexion, de pensée, qui échappe à toutes les coercitions, à tous les contrôles que Napoléon et l'Empire et la police impériale mettent en place. C'est un espace de résistance intellectuelle. Souvenons-nous du mot délicieux de Stendhal, et qui dit qu'en une journée, on avait autant d'esprit à Coppet qu'une année entière ailleurs. Informé à distance de ce qui se passe à Coppet, Napoléon enrage, alors que Madame de Staël jubile. Elle tient sa revanche. Les idéalistes européens se pressent en Suisse, et le château devient très vite trop petit pour accueillir tous les anti-napoléoniens. Alors on est tellement nombreux que les jours d'été, les domestiques surchargés ne peuvent même pas proposer des plats de rafraîchissement de petits fours ou de toast ou de sandwich aux invités. Ils sont obligés de le faire en sortant du château et en passant les plats par les fenêtres ouvertes. Les repas scandent en partie le déroulement de la journée, mais aussi et surtout les discussions qui peuvent durer des heures sur des sujets politiques ou littéraires. Madame de Staël a pris l'habitude, pour montrer qu'elle avait de beaux bras et de belles mains, de jouer avec un rameau comme une sorte d'éventail, et ça rythme ses mots, ça rythme ses phrases, et ce rameau, on a l'impression avec lui qu'elle est une sorte de chef d'orchestre qui donne le la à ses amis au château de Coppet. Les chambres, la nuit, on ouvre des portes, il y a des histoires d'amour sentimentales. Il y a parfois, ça a été le cas pour elle, plusieurs amants en même temps qui, éventuellement le matin, se retrouvent et racontent leur vie ou leur nuit. Benjamin Constant est un habitué de Coppet, et la relation amoureuse qu'il entretient avec Germaine va commencer à s'essouffler peu à peu. Les relations sentimentales entre Germaine et Benjamin Constant sont devenues orageuses. Ils restent un véritable couple d'intellectuels qui défendent les mêmes valeurs, mais sur le plan des relations intimes, c'est devenu plus compliqué. C'est vrai que Madame de Staël n'est pas très portée sur la chose avec lui. Elle le fait parce que ça fait partie du contrat, mais Benjamin Constant trouve qu'elle manque un petit peu de sensualité. Benjamin Constant, ses relations avec Germaine de Staël sont extrêmement ambiguës et passent finalement de l'amour, de la reprise, du sentiment à la détestation. Donc il y a une forme d'usure. Et du coup, Benjamin Constant, lui, va se marier en secret avec une femme qu'il fréquente et il va se marier sans le dire à Germaine de Staël. Pour Germaine, le mariage caché de Benjamin Constant est un profond désaveu, voire une trahison. Pour ne rien montrer de son chagrin, elle se jette dans les bras d'autres hommes et collectionne les aventures d'un soir, d'une nuit. Des aventures qu'elle confie à l'une de ses plus fidèles amies, Juliette Récamier. La grande amie de Germaine, c'est Madame Récamier, qui a raison, passe pour la plus jolie femme de l'Empire. Il y a eu énormément de rumeurs sur elle parce qu'on disait qu'elle ne s'était jamais donnée à un homme et elle avait tous les hommes à ses pieds. Germaine et Juliette sont proches. Elles se confient et se comprennent. Et lors d'une promenade au bord du lac, les deux femmes se seraient rapprochées. Madame de Staël est près de Juliette, elle l'embrasse, elle lui dit qu'elle voudrait lui baiser les pieds, elle lui caresse les cheveux et elle lui dit « J'ai plus que de l'amitié pour vous ». C'est très beau, cette amitié entre Germaine et Juliette. C'est une véritable amitié de femmes et bien évidemment, les nombreux détracteurs de Coppet glisseront perfidement une amitié d'ordre saphique, comme on disait à l'époque, donc une sorte de lesbianisme entre ces deux femmes. À l'été 1807, Germaine invite la célèbre portraitiste de Marie-Antoinette,
Élisabeth Vigée-Lebrun. Pendant une semaine, les deux femmes vont travailler main dans la main. La réalisation de ce portrait est une véritable collaboration, presque une complicité entre ces deux femmes, bien que Vigée-Lebrun impose à Germaine de Staël d'être constamment en mouvement. Et elle lui demande de déclamer des vers sans cesse, de manière à pouvoir la saisir sur le vif. Madame de Staël propose à Vigée-Lebrun de la représenter sous les traits de Corinne, donc son propre personnage, le personnage qu'elle a elle-même créé, ce qui est une sorte de mise en abîme de son roman et à la fois de sa figure. C'est une femme de 42 ans qui a l'air plutôt d'en avoir une trentaine. Donc elle l'embellit, elle la rajeunit, elle lui rend un certain charme, une certaine jeunesse. Mais elle ne masque pas non plus une certaine corpulence. Et lorsque Madame de Staël reçoit le portrait, elle va écrire à Vigée-Lebrun pour la remercier. Et là, cette formule très ambivalente. Elle lui dit « On y voit là tout votre talent, et j'aurais bien aimé que le mien fût encouragé par votre exemple. » Et elle rajoute « Mais j'ai peur qu'il ne soit plus que dans les yeux que vous m'avez donnés. » Par défaut, on peut comprendre que, hormis les yeux, tout le reste ne lui convient pas vraiment. Si Germaine de Staël est irritée, c'est qu'elle assiste, impuissante depuis la Suisse, à l'incroyable ascension de son pire ennemi. Napoléon, autoproclamé empereur depuis déjà 3 ans, continue d'assouvir sa soif de conquête dans toute l'Europe. Napoléon étend perpétuellement son empire au prix du sang. Pour Madame de Staël, l'idée même de voir les libertés des peuples littéralement piétinées sous les sabots des hussards lui est insupportable. Pour le groupe de Coppet, l'Europe doit absolument permettre à chacun de ces pays de conserver sa nationalité, de conserver aussi sa culture. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un pays qui domine sur les autres. Ça, c'est la crainte absolue de Coppet, évidemment, parce que ce groupe naît dans un contexte où l'empire napoléonien s'étend à toute l'Europe. Dans l'Europe dominée par Napoléon, Germaine est devenue une voix qui est celle, évidemment, de la contestation de cet empire qui censure les idées libérales. Exilée depuis des années loin de la France, Madame de Staël rêve toujours de cet âge d'or où elle a brillé dans les coulisses du pouvoir politique parisien. En attendant son retour dans la capitale, elle quitte Coppet et s'installe pour quelques mois au château de Chaumont-sur-Loire, accompagnée de toute une cour. Germaine de Staël arrive dans un château chargé d'histoire, puisque ici ont vécu Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, mais aussi au XVIIIe siècle, un personnage important qui était le ré de Chaumont, qui a soutenu la Révolution américaine. Et c'est son fils James qui invite Germaine de Staël ici à Chaumont-sur-Loire. Nous sommes ici dans le grand salon où Germaine aime beaucoup rassembler ses amis. C'est un endroit où on s'assied, où on se détend, où on philosophe. Nous sommes dans le petit salon où Germaine de Staël et ses amis s'écrivent des messages philosophiques et aussi des messages d'amour. Et ils échangent ensuite ces messages en silence. On pourrait presque imaginer que ce sont les SMS de l'époque ou les mails de l'époque. En fait, il s'agit d'un jeu qui s'appelle La Petite Poste. C'était vraiment un jeu intellectuel et amoureux extrêmement répandu pendant toutes ces soirées. On fait du théâtre, elle se donne toujours les premiers rôles, bien entendu. Elle joue Racine, elle joue Phèdre, elle joue aussi parfois ses propres pièces, puisqu'il faut savoir que Staël écrit beaucoup de théâtre aussi. Et donc elle distribue les rôles à tous les invités, chacun apprend sa partie, et après on met les costumes et on fait des pièces de théâtre.
Germaine aime beaucoup se promener dans ce parc et dans cette double allée de tilleuls qui était très célèbre pour cette petite communauté parce que c'était l'allée des explications et des réconciliations. Explications amoureuses parce qu'il y avait beaucoup d'intrigues entre tous ces personnages qu'elle avait invités et c'est l'endroit aussi à l'ombre des arbres où on se réconciliait. Lorsque Germaine retourne en Suisse, elle remarque que la surveillance autour de son château s'est intensifiée. Les espions de Napoléon sont plus nombreux et ils ne se cachent même plus. Chaque entrée, chaque sortie est ainsi notée et les noms des visiteurs se retrouvent très vite sur le bureau de l'empereur. Les amis, les fidèles de Germaine de Staël qui viennent la voir s'exposent eux aussi au risque de figurer sur des listes, d'être dans les mauvais papiers du pouvoir. Ce qui l'a fait le plus souffrir, c'est qu'on s'acharne sur ses amis. En particulier d'ailleurs Juliette Récamier, mais aussi Mathieu de Montmorency, qui sont des gens qui s'opposent à l'Empire pour des raisons diverses et qui eux aussi vont se retrouver d'ailleurs exilés. Donc c'est un acte aussi de courage et de loyauté de leur part de continuer à venir à Coppet. Staël dit « c'est comme si j'avais la peste et qu'en venant me voir, mes amis soient contaminés par mon exil, par ma persécution. » Elle étouffe, elle se sent comme dans une prison dorée et elle va vouloir s'échapper de cette prison. À 45 ans, Germaine est prête à tout pour retrouver sa liberté de circuler, de penser, de vivre. Dans le plus grand secret, elle se prépare, encore une fois, à défier Napoléon Bonaparte et à œuvrer pour sa chute. Napoléon a commis une énorme erreur en l'exilant, c'est-à-dire que plutôt que de la garder sous surveillance à Paris, en l'exilant, il l'a jetée dans les bras de l'Europe. Nous sommes toujours en Suisse, sur les bords du lac Léman, au château de Prangin. Il y a un autre point commun entre Madame de Staël et ce domaine. C'est Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, dont elle est une amie très proche. En 1814, contraint de quitter la France après la chute de l'Empire, il trouve refuge en Suisse et devient le propriétaire de ce château, mais peu de temps, moins d'1 an. Germaine lui rend régulièrement visite lorsque le 17 mars 1815, il doit fuir sous peine d'être arrêté. C'est Madame de Staël qui lui aurait sauvé la vie et l'aurait prévenu suffisamment tôt afin qu'il puisse s'échapper. Mais avant de partir, il cache dans le domaine, on ne sait pas où exactement, mais ça peut très bien être dans ce jardin potager, une cassette remplie de documents importants, d'argent et de bijoux pour une valeur de 5 millions de francs, une somme colossale pour l'époque. 2 ans plus tard, son secrétaire viendra les récupérer. Ce jardin potager, qui a peut-être caché un fabuleux magot, n'a pas changé depuis sa création, il y a près de 3 siècles. Avec ses murs d'enceinte, ses allées, son bassin central, c'est le plus grand de Suisse. Il est situé en dessous du niveau du sol, ce qui permet d'obtenir un microclimat tempéré idéal pour les quelques 200 espèces de légumes et aromates présents. Bonjour Stéphane. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes le conservateur de ce foisonnant potager où on cultive des légumes qu'aurait pu déguster à sa table Germaine de Staël parce qu'ils sont très anciens. Exactement. Alors, on a le cas du petit pois ici. Oui. Alors, le petit pois est un peu particulier parce que c'est à la fois une nourriture aristocratique, le petit pois frais. C'est un légume qui n'a pas de conservation, qui est très sucré, très doux. On le consomme même parfois confit. Et le petit pois sec, donc le petit pois qu'on fait arriver à maturité, lui, c'est plutôt une nourriture de conservation, une nourriture roborative, c'est un plat populaire. Donc le même légume peut être consommé de 2 manières différentes par 2 classes sociales différentes. Exactement. Ici, par exemple, on a l'asperge. L'asperge. Ah oui, je les vois qui pointent leur bout de nez, là. Exactement. Ici. Vous voulez en goûter une? Oui, je peux la tirer? Mais oui. Je tire dessus? Vous coupez, tac, exact. Vous êtes jardinier dans une autre vie ou... Couper une asperge, ça va.
Elles sont très bonnes. C'est frais, c'est bon. Eh ben, figurez-vous que le petit pois est tellement à la mode à certaines périodes que en fait, on coupe des asperges en forme de petit pois, en forme de rond, pour faire penser à un petit pois. Et donc, dans ce potager, qui est extraordinaire, en plus, avec un foisonnement de fleurs, c'est aussi un conservatoire. La partie de conservation se fait à la fois parce qu'on cultive des graines anciennes et puis on continue de les remultiplier. Et puis pour moi aussi, la conservation, elle se fait par la transmission. C'est-à-dire que si vous ne savez pas que ça existe, eh ben, ça n'existe pas. Il y a d'autres légumes ici, par exemple, qu'on a arrêté de consommer et qu'on ne les remet pas au goût du jour, mais on transmet ce savoir, ces connaissances autour de ces légumes. Par exemple, quels sont ces légumes anciens oubliés? L'oseille des moines, qui est juste là. Ça, c'est de l'oseille des moines. L'oseille des moines, exactement. Oui. Alors, ça ressemble à de la rhubarbe. Ça ressemble furieusement à une rhubarbe, c'est de la même famille. Alors, vous voyez que le pétiole est beaucoup moins grand. Oui. Tout petit, et moins rouge aussi. Moins rouge, alors ça se consomme à peu près de la même manière. Et puis, c'est aussi utilisé pour une autre pratique. Pour nettoyer l'argenterie, faire briller l'argenterie, on utilise des feuilles d'oseille. Et on faisait ça déjà au temps de Germaine de Staël. On le faisait déjà au temps de Germaine de Staël. Aujourd'hui, je pense qu'on le fait un peu moins. Avec de l'oseille des moines. Merci beaucoup, Stéphane. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir de découvrir votre potager. Moi, je vous laisse à votre jardin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mais revenons à présent à cette année 1810. Germaine a désormais 44 ans et ne désespère pas de rencontrer le grand amour de sa vie. Si jusque-là, les aventures ne se sont pas montrées concluantes ou durables, la rencontre avec un jeune militaire de 22 ans risque bien de bouleverser son cœur. Albert Jean-Michel de Rocca, qu'elle surnomme John, est jeune, très jeune. Et là, ce qui est merveilleux pour Germaine, c'est qu'il l'aime passionnément. Et alors il l'aime avec la fougue de sa jeunesse, alors il s'enferme des après-midi entières dans les appartements vraiment très privés de Madame de Staël, où visiblement il ne passe pas des heures à jouer aux dominos. Donc évidemment, il est très joli garçon. C'est un beau brun costaud, musclé, qui manie admirablement le sabre. C'est un soldat de Napoléon qui a été blessé pendant la campagne d'Espagne. Ça, c'est le mélange irrésistible pour Staël de la virilité et de la fragilité. L'homme vigoureux, qui est Rocca, parce qu'il incarne le soldat, celui qui s'est battu, et en même temps qui est affaibli par sa blessure, dont le corps est légèrement... qu'il faut protéger aussi. Ça, c'est quelque chose qui la touche. Alors en plus, c'est un jeune homme qui a des idées très chevaleresques. Il est très jaloux. Il est prêt à se battre en duel chaque fois qu'un homme regarde Madame de Staël. Donc là, il y a du travail. Et en même temps, c'est pas quelqu'un qui a une conversation qui va lui faire de l'ombre. John de Rocca n'est pas un intellectuel. Elle dira de lui avec humour et tendresse « La parole n'est pas son langage ». Et à force de faire l'amour passionnément, Madame de Staël tombe enceinte. Et John de Rocca est fou de bonheur d'être père de sa Germaine adorée. Germaine ne souhaite pas que sa relation avec le séduisant Rocca soit révélée. Dans le plus grand secret, elle donne naissance à un garçon qui est confié à un couple de fermiers. Pour le moment, elle a une autre priorité, s'évader et rejoindre le dernier pays libre d'Europe, l'Angleterre. Elle va donc organiser sa fuite de Copé en essayant évidemment d'endormir la méfiance du réseau d'espions qui l'entoure. Donc quelques jours auparavant, on fait partir une première voiture qui est chargée de bagages et de tout ce dont elle aura besoin au cours d'un voyage qui s'annonce quand même très long. La date de la fuite vers l'Angleterre est fixée au 23 mai 1812. Stressée, Germaine craint de ne pas pouvoir déjouer l'attention des informateurs qui la surveillent. Elle fait semblant de partir pour un pique-nique. Elle prévient ses domestiques, eux, qui sont au courant qu'elle part en réalité pour Londres. Et le gendarme qui regarde la scène ne comprend pas un détail qui aurait dû peut-être attirer son attention. Les domestiques pleurent.
Staël réussit à partir, parce que le soir, elle ne revient pas de son pique-nique. Le lendemain, elle n'est toujours pas là. Le temps que l'espion se rende compte qu'en fait, il y a une nuit qui s'est passée, le temps qu'il en informe sa hiérarchie, etc., hop, elle est déjà presque en Autriche. Et c'est là que commence ce qu'elle appelle le grand voyage. Mais pour ne pas être arrêtée par les hommes de Napoléon, elle va devoir emprunter une route impossible. Si l'on étudie la route, mais on se dit, mais c'est de la pure folie. C'est 2800 km en voiture, à cheval, en plein été, en pleine chaleur, en pleine canicule. C'est un voyage très dangereux parce que dans tous les commissariats de police d'Europe, il y a une affiche qui est placardée au mur avec la tête de Madame de Staël. C'est « Wanted ». On recherche cette femme. Et en plus, elle traverse la plupart du temps des pays en guerre. Aucune femme ne s'est jamais lancée dans une telle traversée. Elle traverse la Pologne, traverse l'Ukraine, traverse des pays qui ne sont pas dans le grand tour touristique. C'est vraiment une aventure. Elle raconte par exemple le choc qu'a été pour elle la découverte des paysages de l'Ukraine. Ces longues forêts de bouleaux ou ces steppes sans le moindre arbre, ces lieux un peu vides, lui paraissent pour elle totalement angoissants. Elle dit qu'elle a l'impression, comme dans un cauchemar, d'avancer et de ne pas avancer, tant le paysage reste le même pendant des heures et des heures. Après 2 mois d'un voyage épuisant, à bout de force, Germaine arrive enfin à Moscou. Le choc est saisissant. La ville ne ressemble en rien à ce qu'elle a déjà pu voir. Et l'accueil chaleureux des moscovites qui la reçoivent avec des fleurs la touche profondément. Elle a le sentiment d'être plutôt dans ce qu'on pourrait être un imaginaire de Constantinople. Une Russie orthodoxe, mais qui est aussi une Russie culturellement marquée par l'Orient, par les jardins. Elle est fascinée par les jardins, par les roses, par les saveurs, par les odeurs. Cette civilisation, elle trouble profondément Staël. Pour Staël, la Russie, en termes de culture religieuse, d'architecture, n'est pas clairement l'Europe. Elle va dire c'est la Rome de l'Asie. Mais à l'été 1812, Napoléon et son armée sont aux portes de Moscou. Non pas pour capturer Germaine, mais pour assiéger la ville lors de la campagne de Russie menée par l'empereur. Avant de fuir face à l'ennemi français, les moscovites pratiquent la politique de la terre brûlée. Ils mettent le feu à la ville tout entière pour ne laisser à Napoléon que des cendres. Germaine est contrainte de quitter Moscou et se dirige vers le nord du pays et la capitale de l'Empire russe de l'époque, Saint-Pétersbourg. Elle est enchantée de découvrir Saint-Pétersbourg parce que, il faut le dire, Saint-Pétersbourg est une ville française qui a été conçue par un architecte français. C'est une ville des Lumières. Et Staël est fasciné par une ressemblance avec Paris et avec des monuments, des musées notamment prestigieux qui sont construits de part et d'autre des rives du fleuve. À Saint-Pétersbourg, Germaine, accueillie comme la femme qui résiste à Napoléon, est invitée par la famille impériale. Alexandre Ier la connaît de réputation. Il sait qui elle est. Elle est célèbre dans toute l'Europe, Madame de Staël. Et le tsar, Alexandre, veut rencontrer la grande ennemie jurée de son ennemi juré qui est Napoléon. Dans le somptueux palais de Tsarskoïe Selo, elle s'enivre dans les bals et les réceptions organisées par le tsar. À ses côtés, Germaine est éblouie par Peterhof, le Versailles russe, avec ses jardins, ses fontaines et ses bassins monumentaux. Mais cet accueil fastueux que lui réserve le tsar n'est pas sans arrière-pensée. Il confie à Germaine une mission de la plus haute importance. Puisqu'elle connaît Bernadotte, le prince de Suède, elle doit le convaincre de former une coalition avec la Russie et l'Angleterre contre Napoléon. L'idée de Staël et l'idée d'Alexandre Ier, c'est d'être parmi les grandes figures qui vont jouer un rôle dans la libération de la France, dans la défaite de Bonaparte. Peut-on poser la question à ce point délicate de savoir si Germaine de Staël trahit le pays qu'elle aime le plus au monde, la France? Germaine, habituée à conseiller dans l'ombre les puissants, se retrouve pour la première fois de sa vie à être en première ligne sur la scène politique.
Elle n'est plus du tout à ce moment-là une écrivaine, elle est vraiment, on va dire, une diplomate, une penseuse politique. Malgré le malaise qu'elle ressent au milieu de ce peuple animé par la haine de la France, elle accepte ce rôle de médiatrice. Le 8 septembre 1812, en dépit de sa peur panique de la mer, Germaine embarque donc pour Stockholm. Elle a le mal de mer, elle n'a pas le pied marin, et en plus, le bateau va s'échouer sur un rocher. Se retrouve à sur cette île en plein automne. Et là, pour passer le temps, Staël décide, parce qu'elle a une actrice avec elle, de faire de ce moment de naufrage une petite scène de théâtre. C'est une scène assez invraisemblable où sur une île déserte, deux femmes se mettent à déclamer des vers, à lire des textes, pour oublier qu'elles sont nulle part. Madame de Staël, sauvée in extremis de ce naufrage, finit par débarquer dans la capitale suédoise le 24 septembre 1812. Évidemment qu'en tant que femme d'un ancien ambassadeur de Suède, même si elle n'a jamais mis les pieds dans le pays, elle connaît parfaitement la situation. Donc, elle va jouer, là pour le coup, un rôle réel dans le rapprochement de la Russie et de la Suède par l'intermédiaire de Bernadotte. Elle l'a connue dans des salons parisiens. Donc, il est évident qu'elle a toute qualité pour pouvoir intervenir dans une négociation où elle a quand même tout un jeu de cartes en main que peu de gens à l'époque ont. Germaine joue les conseillers politiques avec succès. Bernadotte accepte de rejoindre la coalition contre Napoléon. À Paris, l'empereur entre dans une colère noire lorsqu'il découvre que Madame de Staël a joué le jeu de ses ennemis. Il est grand temps pour elle de quitter la Suède et de rejoindre enfin l'Angleterre, la destination finale de ce long périple. Quand elle arrive à Londres, c'est la reconnaissance incroyable. C'est le pays où sa notoriété est la plus importante. Elle est la seule femme qui a défié l'empereur et c'est à ce titre-là que son nom traverse toute l'Europe comme une espèce de légende, en fait, que les gens ont envie de rencontrer. Il y a des centaines de gens qui font la queue le matin devant son hôtel pour la voir. Donc là, elle tombe dans ce qu'elle appelle un tourbillon. C'est le mot qu'elle utilise plusieurs fois à Londres pour décrire une espèce de frénésie mondaine qui la gagne. La gloire, le triomphe qu'on lui fait montre qu'en fait, Napoléon n'a pas réussi à l'éteindre, Napoléon n'a pas réussi à la briser ni à vaincre sa notoriété. Et donc là, elle va pouvoir, enfin, faire publier son manuscrit de l'Allemagne. Et là, évidemment, le livre aura un retentissement très important. Le 13 septembre 1814, la Suède et ses 150 000 soldats rejoignent les troupes du tsar contre la grande armée de Napoléon, qui doit battre en retraite pour la première fois. C'est le début de la fin de l'Empire, qui va s'achever par la défaite de Waterloo un an plus tard et l'exil de l'empereur à Sainte-Hélène. Madame de Staël peut enfin songer à son retour en France. Germaine, sortie des tourments de l'exil, souffre néanmoins d'un mal qui la ronge depuis son enfance, un mal hérité de sa mère. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui dort peu, qui dort mal. Elle a toujours angoissé du moment de s'endormir, elle angoisse aussi du réveil. Et comme c'est une femme d'excès, eh bien, elle prend de plus en plus de solutions opiacées. En fait, à la limite, elle s'adonne à l'opium. En octobre 1816, l'état physique de Germaine est préoccupant. Elle se décide alors à épouser son compagnon Albert de Roca pour protéger le fils qu'elle a eu avec lui 4 ans plus tôt. Rapidement, sa santé décline. Elle doit rester alitée en permanence. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point cette femme paralysée dans son lit s'inquiète de la France, s'inquiète de ce que les troupes étrangères, et russes et anglaises en particulier, dans ces années-là, occupent le sol français. C'est pas sa santé qui l'intéresse en priorité, c'est celle de la France. Mais elle a ce geste tellement stalien, tellement joli, de distribuer des roses à tous les gens qui sanglotent
en face de son lit et qui vont l'accompagner vers son dernier soupir. Comme Madame de Staël ne fait jamais rien comme personne, elle meurt un 14 juillet, elle a 51 ans. Tout le monde culturel et politique pleure la disparition de cette femme exceptionnelle. Et comme elle aimait à le dire, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Même aujourd'hui, cette femme dérangerait. Elle se mêle de tout, elle sait tout sur tout, elle veut tout accaparer. Et en même temps, elle donne sans arrêt. Si Germaine de Staël avait su se gouverner, elle aurait gouverné le monde. Elle a payé le prix fort, mais elle a décidé d'avoir une vie de femme totalement atypique pour l'époque, totalement libre, et c'est en ça que pour nous, elle reste un modèle. Elle laisse décliner sur tous les modes, sur tous les tons, le mot de liberté. Nous venons de le voir ensemble, l'histoire fascinante de cette femme rebelle, pionnière de la liberté et de la pensée libre, nous a plongé dans l'univers tumultueux d'une intellectuelle passionnée qui a défié les conventions de son époque pour défendre ses idéaux. Entre amour, pouvoir et révolution, le destin exceptionnel de Germaine de Staël résonne encore aujourd'hui comme un hymne à la liberté qui célèbre le courage et la détermination d'une femme qui a osé défier les limites de son temps. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.